victime, pour ne pas en être l'otage. Et par exemple, le français a cette habitude étrange de transformer le L en U. Sauver, ça vient de... ou sauvage, ça vient de salvatio, ça vient de silva, et on pourrait multiplier à l'infini, même quand on dit par exemple le chemin du château, c'est de le château. Où je vais au marché, je vais à le marché. Donc, alors pourquoi est-ce qu'on a mis des U un peu partout? Pourquoi les L ont-ils été supprimés dans bien des cas? Non pas en début de mot, mais en tout cas en milieu de mot. On dit Pompidou, mais l'adjectif c'est pompidolien. Allez savoir pourquoi. Et bon, mais on pourrait en parler, on pourrait dire la même chose. On pourrait dire par exemple qu'en espagnol, le P disparaît. Hein, la pluie, c'est lluever au lieu de pluie, pluviose. Donc il y a des choses comme ça qui sont assez étranges. Il y a des P qui disparaissent, il y a des C qui disparaissent, yamal au lieu de clamer, etc. Enfin, il y a des suppressions de première consonne. Et vous savez qu'entre parenthèses que le français, lui, il ne fait pas entendre les consonnes finales. Il les écrit, mais il ne les fait pas entendre. Ça aussi, ça peut déconcerter quelqu'un qui dit « Ah, bah vous voyez bien que c'est pas du tout pareil ». Donc il faut tenir compte de tous ces facteurs-là, et finalement, on s'aperçoit que c'est très semblable. Bon, je ne veux pas continuer mon cours de linguistique indéfiniment, mais c'est emblématique, justement, de ce besoin, de cette nécessité qu'il y a, à un moment donné, d'aplanir les choses, d'aplanir les obstacles, d'aplanir les clivages, et de prendre conscience de ce que tout cela converge énormément. Et puis à d'autres moments, notre intelligence est moins capable de creuser, de décaper, d'évacuer les différences. À ce moment-là, ces différences, eh bien, elles vont ressortir de plus belles, et on aura au contraire une impression un peu comme lorsque la tour de Babel a été détruite, d'une très grande diversité qui n'est que superficielle, mais qui peut donner l'impression comme cela, qui peut donner satisfaction comme ça, qu'on n'est pas tous fait d'après le même moule, ou ce qui est justement précisément un mirage. Et donc, c'est intéressant ce que je disais par rapport à ce que je disais, c'est-à-dire qu'effectivement, en phase montante, la notion d'astrophysiologie apparaît plus évidente, on met l'accent sur le point commun, et en phase descendante, c'est plutôt l'astropsychologie qui va apparaître, parce qu'on va mettre l'accent justement sur ce qui diversifie, sur les variations. Donc il y a une complémentarité entre l'une et l'autre, si ce n'est que l'astropsychologie, c'est une espèce de contrepoint à l'astrophysiologie, mais un contrepoint, je dirais presque diabolique, c'est-à-dire un contrepoint qui est lié à une forme d'incapacité à percevoir les similitudes et les ressemblances. Donc effectivement, il y a une espèce de perte d'énergie, perte d'intelligence, même à la limite, perte d'intelligibilité des choses. Et alors, autre chose sur laquelle je voudrais insister dans cette petite causerie sur la notion d'astrophysiologie et de cyclicité, c'est que effectivement, tout est réversible. Je sais pas, tout est réversible. C'est-à-dire que il nous faut impérativement regarder autour de nous et percevoir ces choses-là. Percevoir que les choses se construisent, les choses se détruisent. Dans la vie familiale, comme dans la vie politique, comme à l'échelle historique, tout est dans une espèce de fluide reflux, et c'est au cœur de l'astrologie, cela. Et c'est un niveau universel, parce qu'effectivement, on peut construire une cyclicité pour les élections, mais ça sera valable dans un pays donné. Par exemple, le rythme de 4 ans aux États-Unis depuis la fin du XVIIIe siècle est resté imperturbable, mais ça ne vaut que pour les États-Unis. Or, nous, en astrologie, ce qui nous intéresse, ce sont des cycles qui sont universels, qui ne sont pas décalés les uns par rapport aux autres, quand on passe de l'Angleterre à l'Allemagne, ou à l'Italie, ou je sais pas, ou à l'Iran. Donc, il faut qu'il y ait universalité des processus cycliques, synchronicité
du processus cyclique, non pas par rapport au cosmos, là on ne parle pas de cela, mais synchronicité par rapport à ce qui se passe ailleurs, il faut clairement un phénomène mondial, au sens de guerre mondiale, mais il faut qu'il y ait des choses qui se présentent à peu près de la même façon un peu partout dans le monde. Et à tous les niveaux, à toutes les échelles, des entités les plus petites aux entités les plus considérables. Cette conscience comme ça d'une espèce de respiration collective est très importante. Et un astrologue doit avoir conscience de cela, et il devrait même, avant même de se lancer dans l'étude des astres ou des configurations, il faudrait déjà qu'il capte cela. Parce que s'il ne capte pas ce va-et-vient, cette espèce de marée montante et descendante, c'est pas la peine qu'il soit astrologue. Il faut qu'il soit capable aussi d'être en phase à la fois avec la phase montante et à la fois avec la phase descendante, en comprenant totalement les particularités dans les deux cas. C'est une condition nécessaire. À partir de là, on pourrait, à mon avis, considérer qu'il y a deux grands métiers en astrologie. Le métier de l'astrologue astrophysiologue, qui va surtout dominer quand il s'agit d'une phase montante, et le métier d'astropsychologue, quand il s'agit au contraire de souligner les différences infinies. Donc ce sont des mentalités différentes. On peut éventuellement imaginer que la même personne ait ces deux mentalités, puisqu'elle les vit dans sa vie alternativement, mais néanmoins, je pense que ce sont même deux métiers totalement différents. L'un qui va du particulier vers le général, l'autre qui va du général vers le particulier. Et aujourd'hui, l'astropsychologie a trop dominé le champ de l'astrologie. Il faut rééquilibrer cela en introduisant désormais le référentiel de l'astrophysiologie, d'autant plus que ça permet à l'astrologie d'avoir deux passerelles, l'une depuis l'astrophysiologie jusqu'à la médecine, jusqu'à la génétique, jusqu'à la biologie, et l'autre à partir de l'astropsychologie vers la thérapie, vers la psychanalyse, etc. etc. Donc il faut quand même rééquilibrer tout cela, hein, on en est loin. Et de la même façon, au niveau de la technologie, de la technique astrologique, utiliser une cyclicité, un modèle cyclique extrêmement simple dans le premier cas de l'astrophysiologie, et des modèles plus complexes, plus sophistiqués, plus je dirais, alambiqués, dans le cas de l'astropsychologie. Comme ça, tout le monde est... Et à partir de ce moment-là, effectivement, tout le monde trouve sa place, et il n'y a pas de conflit, ce qui est justement nécessaire aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous sommes en phase, actuellement depuis quelques temps, et pour quelques temps encore, dans une phase montante. Donc il est bon que l'on replace les choses à leur juste position, et que chacun sache où il en est dans l'organigramme astrologique, au lieu de se chamailler. Alors, je voudrais terminer cette causerie en évitant un certain nombre de malentendus. La notion de retour, qui peut être un retour d'affection, si on peut dire, quand deux personnes se retrouvent après un certain temps, comme dans le dernier film de Cédric Klapisch, le casse-tête chinois, avec Romain Duris et Cécile de France, et également Audrey Tautou, surtout. Eh bien, à partir de ce moment-là, hein, on va essayer de revivre quelque chose, de renouer quelque chose qui s'était un petit peu dissous, qui s'était un peu défait. C'est ça le challenge. Et d'ailleurs, Kierkegaard disait on ne s'approprie quelque chose que quand on l'a perdu, quand on l'a reconquise. La notion de reconquête, que ce soit sur le plan politique, sur le plan de la relation amoureuse, est absolument fondamentale. Si on ne s'est jamais séparé, s'il n'y a jamais eu de rupture, s'il n'y a jamais eu de sécession, s'il n'y a jamais eu d'indépendance, d'autonomie, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. On ne sent pas très bien la dynamique de rassemblement, de renouer
de reconstruire, de réunifier. Donc l'astrologue, il est aussi dans cette dynamique-là. Il s'agit d'étudier des phénomènes qui reviennent, qui se répètent. Et pour qu'ils se soient répétés, il faut qu'il y ait à un moment donné une suspension. Il faut qu'il y ait un suspense, en fait. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'il faille fonctionner dans le domaine de la mémoire. Le retour n'est pas uniquement une question de mémoire, de souvenir. Il faut que ça vienne des tripes, il faut que ce soit une impulsion. On réinvente, on revit ce qui a été antérieur, mais on le revit en profondeur, de façon authentique, et non pas dans une espèce de répétition où on fait semblant, on répète les mêmes gestes. Il doit y avoir des similitudes, mais ces similitudes ne doivent pas être l'impulsion par elle-même. Elles doivent accompagner, elles doivent étoffer cette impulsion, comme un pianiste qui joue et qui improvise ne va pas s'amuser à répéter de mémoire ce qu'il a fait avant. Mais en même temps, force est de constater que on reconnaîtra sa musique, même dans des musiques qu'il n'a jamais jouées encore et qu'il joue maintenant. On dira, ah ben oui, c'est pareil. C'est pareil, mais ce n'est pas une simple répétition, c'est une recréation, c'est un élan nouveau qui fait que les mêmes effets, les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Encore faut-il qu'il y ait les mêmes causes. Et si on reste à répéter les effets, ça ne va pas. Donc, je voudrais dire quelques mots de l'émission qui est passée sur Europe 1 là, il y a quelques jours, consacrée aux horoscopes de la fin de l'année, de la presse. Il y a eu des questions d'auditeurs, c'était assez typique quand même. Par exemple, l'astrologie n'est pas une science exacte parce qu'elle ne distingue pas entre. Elle ne dit pas exactement ce qu'il en est. Ou elle ne distingue pas entre des jumeaux, je ne sais pas quoi. C'est une théorie de la science exacte qui est complètement surréaliste. La science exacte n'est pas censée être exacte dans l'étude de chaque détail qui se présente. D'ailleurs, il y a très peu de sciences vraiment exactes, de toute façon, mais certainement pas. L'astrologie ne prétend pas être une science exacte dans ce sens-là. Pour qu'il y ait une science exacte, il faudrait que, comme en mathématiques, il faudrait qu'il y ait aussi peu de paramètres que possible, aussi peu d'interférences que possible. À tout moment où il y a des contextes différents, des configurations différentes sur le plan humain, sur le plan social, qui peut parler il faut tenir compte de ces éléments-là. C'est évident. Même si on peut établir des constantes, certainement, mais il faut quand même que ces constantes soient assaisonnées, si on peut dire, avec des éléments locaux, spécifiques. Même si on prend par exemple le cas de l'âge, il est évident que si on doit renouer des relations à 20 ans, c'est pas la même chose qu'à 40 ans, qu'à 60 ans, qu'à 80 ans. Même si ce n'est pas de l'astrologie à proprement parler, ce sont des éléments qu'il ne faut pas ignorer. Parce que les choses ne vont pas se passer de la même façon. Là, je prends un exemple caricatural. Parce que d'une manière générale, je ne suis pas très favorable à la notion de l'âge. Je pense que ça ne joue pas énormément. Mais tout de même, il y a des contingences. Le fait d'avoir des enfants ou pas en avoir encore, le fait d'être à retraite ou pas. Enfin, il y a des facteurs qui pèsent malgré tout dans la situation, dans la configuration. Alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, l'astrologue devrait se focaliser essentiellement sur cette question des choses qui se mettent en place, qui se regroupent, qui se réunifient, ou au contraire, à un moment donné, au bout de certain temps, qui se dissolvent, qui se désagrègent. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est la réponse qu'il faut faire. Nous sommes des chercheurs dans le domaine de ce qui s'agrège et de ce qui se désagrège et qui obéit à des cycles. Et ce cycle appartient en quelque sorte à la médecine,
la médecine du vivant, à la médecine du cycle. J'aime bien cet ouvrage de Jacques Ruffier sur la médecine prédictive, n'est-ce pas, naissance de la médecine prédictive. Il y a une médecine prédictive dont l'astrologie fait partie sous sa forme de l'astrophysiologie. Et ça pourrait aboutir un jour à un prix Nobel de médecine qui serait accordé à des gens qui ont travaillé dans le sens de la cyclicité astrologique, beaucoup plus que dans le domaine de l'histoire ou de l'astronomie ou même de la psychologie. D'autant plus que, probablement, tôt ou tard, on mettra en évidence, certainement, que certains phénomènes internes se modifient avec les signaux cosmiques. Et nous sommes certainement différents quelque part dans notre organisme, quelque part sur un plan de neurosciences, sur le plan nerveux, quel que soit le plan. Tout un champ à explorer qui n'existe pas actuellement, quasiment, il faudrait faire des recherches à partir justement de l'astrocyclone et voir si l'astrocyclone correspond au moment où telle et telle configuration se produit, si ça modifie statistiquement les comportements de populations entières ou de certaines catégories de populations, puisque on n'exclut pas la possibilité que les femmes, par exemple, puissent être plus marquées par l'astrocyclone directement que les hommes, et que par conséquent, ce seraient elles qui seraient les porteurs, si on peut dire, qu'on pourrait parler d'une épidémie, qui seraient les porteurs de phénomènes astrologiques, ce qui expliquerait aussi pourquoi elles sont aujourd'hui tellement attirées par l'astrologie, bien que ce ne soit pas la bonne astrologie. Alors on peut penser, c'est une hypothèse que j'ai écrite, mais j'en profite je ne l'ai pas encore exposé dans une causerie, on peut penser qu'effectivement, les femmes qui sont déjà marquées par le cycle menstruel, par les règles, etc., qu'on relie plus ou moins à la Lune, que les femmes soient également sensibles à l'influence de Saturne, et que elles soient sensiblement différentes selon que Saturne est en phase montante ou qu'il est en phase descendante. En phase montante, elle laisserait le phénomène de l'unité se mettre en place, et en phase descendante, elles alimenteraient plutôt la conscience de la diversité. Donc, et à partir de ce moment-là, cette conscience de la diversité, cette conscience aiguë de la diversité, empêcherait des processus de réunification de se produire tant que le cycle n'est pas revenu à la phase montante, par exemple. Enfin, on peut voir des tas d'hypothèses, ça ne change rien aux observations elles-mêmes, mais on peut effectivement faire des hypothèses, de même qu'on peut se demander si les hommes et les femmes viennent d'humanités différentes, qui auraient évolué différemment et qui auraient ensuite été dans une forme de symbiose, comme par exemple, avec des décalages. C'est bien de la physiologie, en quelque sorte, si on peut inclure la question du masculin et féminin dans le domaine de la physiologie, avant de l'inclure dans le domaine de la psychologie, bien que le passage de l'un à l'autre soit assez évident, et qu'on ne puisse pas couper en deux le processus physiologie et psychologie, mais l'avantage c'est qu'au moins en physiologie, on sait d'où on part. On part d'un corps, d'une anatomie bien connue, et puis après, évidemment, il y a des phénomènes qui sont associés à ce corps et qui relèvent ce qu'on appelle du genre et non plus du sexe.
Mais néanmoins, où est la frontière entre le sexe et le genre? Le cycle, par exemple, est-ce que c'est justement, le cycle, c'est précisément une sorte d'interface entre la physiologie et la psychologie. Voilà. Et donc, effectivement, le cycle, c'est quelque chose qui est d'abord qui est visuel. On peut parler d'un cycle, on peut montrer un cycle, on peut dessiner un cycle. Donc, on est encore dans le visuel comme dans le domaine de l'anatomie, mais c'est un visuel qui est lié au temps et c'est quelque chose de déjà beaucoup plus subtil qui nous fait basculer progressivement vers la psychologie. Donc on voit bien que l'astrocyclologie serait un lieu intermédiaire entre la physiologie et la psychologie. Et que l'astropsychologie elle-même serait également une structure intermédiaire, mais sur un autre plan, qui n'est pas, je dirais, de mon ressort, si on peut dire. Et dont je ne pense pas qu'il joue un... Enfin, je pense que l'astrophysiologie est beaucoup plus importante pour l'avenir de la science du XXIe siècle que l'astropsychologie, qui est quelque part extrêmement liée à l'empirisme du praticien, comme dans beaucoup de thérapies d'ailleurs. Voilà ce que j'avais à vous dire.